a pas de format. C'est vrai que la CPR, pour ceux qui sont assujettis à la CPR ou avec l'AMF, il y a des formats classiques qui circulent notamment sur les grandes institutions financières type banque. Et donc, en général, la CPR, lorsqu'ils font un audit, ils s'y retrouvent. Voilà. Mais comme le champ des assujettis est assez large, même très large, il y a également une liberté, puisque c'est une approche par les risques, hein, une liberté de l'établissement de définir, comme tu le disais, les risques inhérents à l'activité et après de classer ces risques selon une classification classique. Alors, tu disais, il y a 3 niveaux, il peut y avoir 4 niveaux. Moi, j'ai déjà vu des classifications avec du medium low, medium medium, medium high. Donc, chacun fait un peu comme il le sent. En fait, l'idée, et c'est ce que je dis même au DU, au diplôme universitaire, l'idée, c'est que si derrière, il y a une vraie cohérence et une bonne analyse de la gestion des risques, et que derrière, on le verra ensemble, il y a un vrai contrôle, après, la forme, c'est une forme. Hein. Tout à fait. Bon, on rentre dans le vif du sujet? Allons-y là, on n'a pas beaucoup Alors, de temps, il faut qu'on y aille. allons-y. Alors, je rebascule. Donc, on va prendre deux exemples, enfin sur deux axes en tout cas, l'axe relatif à la clientèle et aux produits ou services. Donc, si on commence par la partie clientèle, les premiers critères en général que vous allez utiliser, en fait, ça va bien sûr dépendre de votre activité, mais ça va être la distinction personne morale et personne physique, notamment si vous avez une double typologie de clientèle. Bon, après, vous pouvez être juste personne morale ou juste personne physique. Typiquement, sur la partie analyse des risques, côté personne morale, vous allez avoir, pour une société anonyme cotée en bourse, peu de risques d'infraction pénale sous-jacente. Pourquoi? Parce que, notamment, comme elle est cotée en bourse, elle a une obligation de faire certifier ses comptes par des commissaires aux comptes et en plus, ses comptes sont publiés et contrôlés par les autorités. En revanche, si vous êtes face à un auto-entrepreneur qui, lui, a une fiscalité allégée, vous pourriez, cette personne-là pourrait, si elle a plusieurs comptes pour encaisser ses recettes, franchir les seuils qui lui donnent accès à cette fiscalité allégée et donc avoir un risque de fraude fiscale. Une URL ou une société commerciale autre pourrait avoir des risques d'abus biens sociaux ou des détournements de fonds. Quant à l'association, je pense que chacun ici le sait, puisque a priori vous êtes tous des spécialistes de l'AML quand on a regardé vos différents profils. Les associations sont par nature considérées comme étant risquées puisqu'il y a un gros risque de financement du terrorisme. Donc si on reprend juste cette partie personne morale et après je laisserai la parole sur la partie personne physique à Dan parce qu'il est bien meilleur que moi sur le sujet, vous allez avoir pour une société cotée en bourse un risque a priori faible versus un risque très élevé pour les associations et auto-entrepreneur peut-être moyen plus ou plus, EURL société commerciale moyen, à peu près. Donc en fait, on va faire vert en haut pour les sociétés cotées en bourse, société commerciale, on va dire orange, EURL rouge, auto-entrepreneur rouge, association rouge, pour faire très simple. Côté personne physique, et je laisse la parole à Dad, comment Alors, toi tu fais? côté personne, juste un point côté personne morale. Donc, comme l'a dit Charlotte, l'idée là aujourd'hui, c'est d'être très pratique. Analyse de risque, classification, carto. Analyse de risque, on connaît l'activité, on regarde les risques endogènes, exogènes en matière de sous-jacents criminels, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, potentiellement fraude, corruption. On classe les éléments selon les axes et en cartographie, on met les contrôles. Sur la partie axe de la clientèle, c'est toutes les obligations en matière de KYC. Les obligations qui sont légales, réglementaires, où on ne peut pas y déroger, et les obligations qui vont être définies internes par vos politiques et procédures en matière de risque. Sur les personnes morales, pour revenir sur ce que tu disais, il y a un des points qui est quand même très important, c'est le bénéficiaire effectif. Donc, sur la personne morale, quand c'est une société cotée, elle a une obligation de transparence, que ce soit sur les comptes ou sur la structure de sa société normalement. Normalement. Et donc, normalement, sur la connaissance de la société, on n'a pas de grosses problématiques, encore que. Là où vos Oui, politiques et ça vos va dépendre où est-ce qu'elle est cotée, par c'est exemple. ça dépend où est-ce qu'elle est cotée, ça dépend en fin de compte de la structure égale. Mais normalement, c'est assez transparent.
Pour les typologies ou les formes juridiques un peu plus complexes où on n'a pas de visibilité, je vous rappelle que vous devez avoir des politiques et des procédures internes en matière de KYC sur les personnes morales pour connaître le bénéficiaire effectif et appliquer toutes les diligences en matière de contrôle et de filtrage, notamment en matière de PEP et en matière de sanctions. PEP et sanctions, c'est quelle que soit la personne physique ou la personne morale, c'est applicable en entrée en relation d'affaires. Donc, entrer en relation d'affaires dans votre axe de classification client, PEP et sanctions, c'est obligatoire. Ça, c'est le premier, on va dire la première box, c'est nous, on n'y déroge pas parce que c'est la loi. Donc, quand vous rentrez en relation d'affaires avec un client, vous devez faire un filtrage PEP ou un filtrage sanction et appliquer les diligences nécessaires. Lorsque dans les personnes physiques, ce sont des personnes en relation d'affaires, en client occasionnel. Donc, il y a un certain nombre d'assujettis, les bureaux de change, les établissements de paiement qui offrent du transfert de fonds, ou les établissements de paiement qui font de la monnaie électronique, ou d'autres assujettis qui n'ont pas de relation d'affaires. Ce n'est pas des comptes, c'est des clients occasionnels la plupart du temps. Vous devez définir par une approche par les risques comment vous définissez en fait une relation d'affaires versus un client occasionnel. Et ça, dans votre cartographie, il faut que ce soit clairement écrit et qu'en fonction de ce statut, vous devez appliquer des diligences complémentaires ou un examen renforcé comme attendu par la loi. Donc, à vous de définir dans votre classification et dans votre cartographie les critères qui vont être retenus pour savoir comment vous allez définir le client et si le client va être plus exposé et en face, quels sont les contrôles que vous allez mettre en place. Est-ce que la personne, elle fait 3 transactions ou 3 opérations de change dans la semaine, alors que normalement, un client lambda, il fait une opération de change tous les 3 mois? Peut-être que c'est un des critères qui va retenir la catégorisation d'un client en relation d'affaires et non plus un client occasionnel. Et là, on applique à ce moment-là des due diligence complémentaires. Sur la partie KYC, autant vous dire que c'est la partie charnière. C'est vraiment la partie clé de la classification parce que c'est à la base de l'ensemble du dispositif. Et un dernier point, avant de repasser la parole à Charlotte, on parlait de l'axe géographique. L'axe géographique, c'est un axe transversal qui, normalement, se retrouve dans l'ensemble des axes. Par exemple, dans l'axe de classification, de la classification vis-à-vis de la clientèle, il est également attendu, potentiellement attendu, que les établissements puissent faire un choix en matière d'entrée en relation d'affaires sur un axe géographique. Alors, vous allez me dire comment, concrètement, un des éléments premiers de l'identification, parce que dans le KYC, il y a identification, vérification, et puis après, il y a le KYC, peut-être que je ne vais pas accepter toutes les pièces d'identité. Peut-être que je n'ai pas la capacité de gérer la connaissance de toutes les pièces d'identité. Donc, à ce moment-là, je fais un choix d'avoir que certaines pièces d'identité que je peux vérifier sur l'espace Schengen parce que j'ai une information sur cet espace. Ou alors, je mets en place un outsourcing, mais je vous rappelle que l'externalisation du KYC, qui est une prestation essentielle externalisée, on doit avoir un contrôle dessus. Donc l'axe géographique aussi, vous pouvez le réintroduire dans l'entrée en relation d'affaires à travers la nationalité, à travers la pièce d'identité, à travers le lieu de naissance de la personne. Et forcément, on retombe aussi sur des problématiques de sanctions. Si une personne, elle est née en Iran ou en Corée du Nord, peut-être que vous allez appliquer une diligence complémentaire, ou si elle a une nationalité nord-coréenne ou iranienne, vous êtes obligé d'appliquer une diligence complémentaire. Donc, cet axe géographique, à travers les listes de pays auxquels on a accès, peut se réintroduire également ou doit se réintroduire dans le KYC. Et donc là, on est parti bon fil conducteur. En fait, l'avantage, c'est que voilà, il y a le critère, les risques sous-jacents dont parlait Dan, et donc une fois qu'on se dit a priori c'est vert, orange ou rouge, c'est les contrôles qu'on met en place. Et ces contrôles, ils sont, alors Dan, question, est-ce qu'ils sont définitifs? Est-ce qu'ils vont évoluer avec le temps? Ils évoluent. Et comment tu les fais évoluer? Et est-ce que c'est, par exemple, par ton monitoring des transactions que tu vas le faire évoluer, ou est-ce que c'est par rapport à l'analyse de ta ventilation de la clientèle dans ces différents critères? Comment est-ce que tu les gères?
Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est que la classification et la cartographie, ce n'est pas du tout quelque chose de figé. La classification et la cartographie, c'est toujours en mouvement. Ça serait complètement fou de penser que le risque n'évolue pas ou que les schémas de risque n'évoluent pas. Donc, en fait, c'est des vases communicants. À un instant T, vous mettez en place des contrôles, on met en place des contrôles et on met en place des diligences. Et puis, derrière, business as usual, il y a le quotidien. Et le quotidien, c'est qu'on va avoir des indicateurs de risque et des indicateurs de performance qui vont nous donner une source d'information. Donc, si on a mis en place une procédure d'entrée en relation d'affaires et qu'on se rend compte qu'on a un certain nombre de dossiers qui sont rejetés ou un certain nombre de dossiers par la première ligne de défense qui nous remontent des informations où on a un niveau de risque, ou en back-office, on a un certain nombre de déclarations de soupçons, puisque c'est de bout en bout. Un certain nombre de déclarations de soupçons et qu'on analyse ces déclarations de soupçons et que sur ces déclarations de soupçons, 40% sont relatives à telle pièce d'identité ou telle problématique de personne morale, à ce moment-là, on doit rebasculer notre première box, c'est-à-dire l'analyse de risque, revérifier cette analyse de risque, revalider la classification, remettre à jour cette classification avec les nouveaux indicateurs de risque qui nous ont été remontés par l'ensemble de nos procédures et potentiellement faire un ajustement en matière de contrôle pour toujours avoir le meilleur contrôle. Donc, c'est en fait un cercle vertueux. On met en place au début une définition, un contrôle, et puis comme de toute manière, ça vient abreuver, puisque c'est ce qu'on a dit, c'est le cœur du dispositif, ça vient abreuver l'ensemble des dispositifs, que ce soit en matière de contrôle, en matière de surveillance ou déclaratif. Normalement, si vous avez une bonne scorecard et des bons indicateurs de risque, quand vous faites vos indicateurs, vous devez dire est-ce que je suis bon sur ce critère ou est-ce que je le mets à jour. Donc oui, Charlotte, en fait, la problématique, c'est que c'est un exercice qui est en continu. Et un point très important, c'est que tu vas dire qu'effectivement, c'était le cœur du dispositif. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'on ne rédige jamais de procédure si on n'a pas établi une classification des risques Ah non, ça ne préalable? sert à rien. Les procédures, elles viennent. Ah, mais il y en a qui le font, hein. Alors, les procédures, elles viennent en parallèle ou elles viennent après, ou voilà, mais les procédures, elles doivent venir normalement après. Alors après, de toute manière, c'est comme on dit, des cross-références. Ça veut dire que dans votre cartographie, une fois que la cartographie elle est établie, que vos procédures elles sont établies, que les contrôles sont établis, vous devez voir normalement une référence vis-à-vis de votre procédure. Donc si on prend notre fil rouge tout à l'heure, si je décide dans l'entrée en relation d'affaires d'appliquer un certain nombre de critères sur des pièces d'identité, je dois avoir dans ma cartographie une référence vers ma politique ou ma procédure ou mon mode opératoire qui donne la définition de ce contrôle-là. Et est-ce que quand tu parles des contrôles, on est d'accord que ce sont des contrôles de premier niveau, mais est-ce que tu intègres aussi des contrôles de second niveau? C'est des contrôles de premier, deuxième et troisième niveau. Les contrôles de premier niveau, c'est la first line of defense. Alors, ça dépend de la structure de la société, mais bien évidemment, ça les intègre. Après, c'est du front to back en général, si c'est des systèmes. Et donc là, ça va passer en deuxième niveau. Et donc là aussi, les contrôles sont également faits. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça vient abreuver l'ensemble du monitoring de l'opération et du client. Et ces éléments doivent être remontés au dernier niveau de contrôle, c'est-à-dire à l'audit, puisque lorsqu'il y a un plan de contrôle qui est fait annuel avec l'audit, en général, on doit aussi intégrer dans la classification et la cartographie des risques, ce que je disais tout à l'heure, c'est un cercle vertueux, les conclusions de l'audit. Les conclusions de l'audit viennent forcément bousculer la classification des risques et la cartographie. Très bien. Si on passe côté produits et services, on va peut-être plutôt parler de la partie monitoring des transactions. Voilà, on passe du KYC au KYT, mais je pense que c'est intéressant d'aborder la question. Donc là, je vous ai donné quelques exemples sur les différents services que vous pouvez intégrer dans votre classification et donc votre cartographie, puisque c'est un exercice qui se tient de bout en bout, ou les produits, donc qui sont plutôt les sous-jacents en fait des services offerts. On sait par défaut que les dépôts d'espèces et les retraits d'espèces, et Dan le sait bien mieux que moi encore, sont naturellement risqués. Puisque les dépôts d'espèces, on ne sait pas d'où vient l'argent, donc ça peut potentiellement venir d'un crime ou d'un délit et donc être vraiment de l'argent sale, mais les retraits d'espèces peuvent aussi financer le terrorisme et donc les risques sous-jacents sont très forts.
Si on prend un produit autre, je ne sais pas, on va éviter de prendre le transfert d'argent parce que… Non, ça ne me dérange pas. Ok, alors prenons le transfert d'argent, puisque c'est quand même ta partie. Comment est-ce que on peut partir depuis le point A, le risque sous-jacent, au contrôle, éventuellement revisiter, tu vois, pour avoir Alors, vrai… le transfert d'argent, je vais dire, c'est la partie la plus simple de cet axe, parce que dans le transfert d'argent, il n'y a pas 50 000 sous-jacents de moyens de paiement. D'accord? Soit c'est du cash à 80%, soit c'est une carte de crédit. Et donc là, en fin de compte, le niveau de risque dans ta classification, il est un peu plus bas. Et c'est pour ça qu'il faut élargir. Donc dans le transfert d'argent, c'est risqué, mais en fait, c'est quasiment binaire. Soit c'est du cash, soit c'est pas du cash. Dans d'autres activités, on peut avoir une ventilation de moyens de paiement qui est plus large, et donc la classification et la cartographie doivent s'en faire ressentir. Les combos aussi sont beaucoup plus dangereux, c'est-à-dire qu'on vient rajouter un scoring, c'est-à-dire que si je fais transfert crypto, là j'explose je suis dans l'ultra rouge là, en fait. Le noir presque. Je suis quasiment dans du noir, ça veut dire que en fait, il faut aussi avoir connaissance des schémas de sous-jacents criminels qui font que ça va faire appel potentiellement à deux typologies de moyens de paiement dans une opération ou dans un combo d'opérations. Sur le KYT, comme tu l'appelles, donc c'est sur cette connaissance de l'opération, en fonction de la typologie des opérations, vous devez définir des critères qui vont vous permettre de définir le risque. Et pour définir ces critères-là, on en revient à notre premier élément, premier point d'élément, c'est l'analyse de risque. Dans votre analyse de risque, vous devez connaître absolument votre produit, votre marché. Si un compliance officer il se concentre que sur le risque du compliance, ça va faire une très mauvaise cartographie des risques. Vous devez connaître votre produit. Si vous offrez du transfert d'argent et que vous ne savez pas quel est le panier moyen d'un transfert d'argent en France et combien de fois une personne transfère de l'argent en France, vous n'allez pas définir des bons critères. Parce que la fréquence, le volume, la périodicité, elle ne sera pas bonne. Tout à l'heure, je prenais des opérations de change, c'est la même chose. Vous devez connaître l'opération, c'est-à-dire le profil lambda. De ce profil lambda, on a une déviation. Combien de fois on va dévier? Quel est notre niveau de risque? Et c'est là où on définit nos critères. C'est là aussi, encore une fois, pour toujours suivre le fil conducteur, où on réintroduit notre axe géographique. Des points sur lesquels on ne peut pas déroger, comme j'ai dit, c'est la loi, c'est toute opération, que ce soit un virement, un transfert, toute opération vers un pays dit à risque. Donc là, vous devez appliquer des diligences particulières comme attendu par la loi. Donc ça, c'est assez simple. Toute opération vers certains pays, vous devez appliquer des diligences. Récemment, vous le savez, depuis maintenant, enfin récemment, ça va faire un peu plus d'un an maintenant, par exemple, le Maroc et le Sénégal sont tombés dans les listes du GAFI. Bon, bah donc, et c'est pour ça qu'il faut avoir une veille réglementaire constante pour savoir comment vous allez appliquer. Quand ce n'est pas réglementaire et que vous avez une approche par les risques, vous devez définir quels sont les pays pour votre activité qui sont risqués. Donc là aussi, c'est une combinaison dans votre équation d'un certain nombre de facteurs qui est lié à votre activité et qui est lié à l'opération. Donc là, en l'occurrence, Charlotte, tu me posais la question, pour moi, ça peut être de la fréquence, du volume, de la périodicité, bien évidemment les corridors, donc les pays vers lesquels on envoie ou on réceptionne, qui vont définir le niveau de risque de l'opération. Et comme on ne peut pas complètement séparer l'opération du profil, donc du KYC, il faut aussi tenir compte aussi des éléments qu'on a en matière de KYC sur l'opération. Est-ce que c'est une personne en relation d'affaires sur lequel on avait déjà fait un examen renforcé, sur lequel on a déjà des justificatifs d'origine des fonds? Peut-être que ça vient amoindrir le niveau de risque de l'opération. Ou est-ce que c'est un one-shot customer qu'on n'a jamais vu de notre vie, on a juste une pièce d'identité et qui fait une opération risquée?
Alors, pour compléter un peu ce que tu dis, j'aurais 2 points éventuellement à rajouter. Tu parlais de la connaissance du marché, typiquement, quel que soit le type de produit ou de service qu'on propose. Restons sur un, je sais pas, un service autre que le transfert d'argent. Imaginons qu'on part sur du service de virement et que, le marché dit qu'en général, il y a, je sais pas, le montant unitaire d'un virement, c'est 2 500 € avec une fréquence de, 2 fois par an. A priori, vous pouvez commencer vos contrôles comme ça. Et donc définir éventuellement un critère de significativité qui permette de générer des alertes si, il y a plus de 2 virements dans l'année, pour plus de, donc 2 fois 2 500 €, donc pour plus de 5 000 €. Vous avez votre temps qui passe, et cetera. Sauf qu'au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte que le panier moyen des virements de vos clients à vous, il n'est pas de 2 500 €, mais il est de 1 250. Si vous gardez votre seuil de départ, bah, mécaniquement, vous n'allez jamais toper assez d'opérations. Donc il faut revoir votre seuil à la baisse, et c'est notamment un des griefs qui est tombé dans une des sanctions dernières, je ne sais plus, de la CPR, où il disait qu'effectivement, il y avait une décorrélation entre le panier moyen des clients et les seuils qui étaient programmés dans les systèmes pour monitoring les transactions. Ça, c'est la première chose. Donc, toujours mettre à niveau vos contrôles et les seuils et les critères de significativité que vous avez mis en place. Et la deuxième chose que j'aurais tendance à dire, c'est pareil, imaginons que vous ayez le même scénario, tout, tout élément de KYC mis à part. En analysant les alertes qui sont générées, vous pourriez identifier que vous avez 1 ou 2 critères de KYC, comme disait Dan, parce que c'est un tout, qui se retrouvent régulièrement dans les alertes qui sont générées. Je ne sais pas, par exemple, ça pourrait être l'âge de quelqu'un, ou ça pourrait être sa domiciliation. Et ben, vous pourriez affiner votre scénario pour que, en fait, soit exclure des conditions, soit inclure des conditions dans votre scénario pour que les alertes soient plus pertinentes. Parce que l'objectif, c'est pas d'avoir que des alertes et les traiter et les classer. L'objectif, c'est d'avoir vraiment une vraie vision des risques de vos transactions. Voilà ce que je voulais compléter sur cette partie KYC. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Dan? Ou est-ce qu'on passe à la partie Non, non, la définition des scénarios qui vont générer les alertes, qui vont générer l'investigation et qui vont potentiellement amener à une déclaration de soupçon. Alors là aussi, c'est clé. Et également, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un exercice en continu, c'est la pertinence de ces scénarios. C'est-à-dire le ratio entre le nombre d'alertes et par exemple le nombre de déclarations de soupçon. Si vous avez 6000 alertes et que ça vous fait 3 déclarations de soupçon, je pense qu'il faut quand même revoir votre scénario. Ou le nombre de DS envoyés. Ou le nombre de DS envoyés, ou l'investigation au milieu qui est peut-être pas bonne. Mais en tout cas, ça aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle en anglais quality assurance, ça veut dire de s'assurer de la qualité des scénarios que vous avez mis en place et de l'efficience de ce que ça va donner. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait vos scénarios, vous les testez, vous regardez si vous couvrez le risque que vous avez défini dans votre classification et dans votre cartographie, et puis après, vous regardez également, vous contrôlez l'efficacité et la qualité de l'efficacité de ces scénarios. Et donc, on pourrait peut-être conclure, en tout cas avant la partie foire aux questions, pour dire, donc on pourrait avoir un méga fichier Excel géant avec, en prisme de départ, les 5 axes réglementaires, différents critères, les risques sous-jacents à chacun de ces critères, un code couleur prédéterminé, éventuellement un score pour profiler le risque client, c'est quand même pas mal à utiliser, et pour chacun de ces critères, les contrôles associés qui permettent éventuellement d'avoir un risque résiduel à la fin. Et bien sûr, tout ça doit être revu à minima combien de fois par an, Dan? Alors, normalement, l'idée, c'est de le revoir une fois par an et d'avoir des procédures d'urgence. C'est-à-dire qu'une fois par an, obligatoire, il y a un exercice de revue. Et ça doit être formalisé? Ça doit être formalisé, obligatoirement, parce que les risques évoluent et parce que vous avez des sources internes et des sources externes, donc les rapports TRACFIN, le rapport annuel ou le rapport de risque, par exemple, de TRACFIN, c'est une bonne source. Les informations que vous pouvez avoir en matière de réquisition judiciaire quand vous recevez des réquises, ou les rapports internationaux sur les évaluations mutuelles du GAFI, enfin tout ce qui est source externe, et bien évidemment les sources internes, puisque vous faites aussi du data crunching en source interne. Donc au minimum, une fois par an, ça c'est sûr. Et puis après, quand je dis des procédures d'urgence, c'est-à-dire que si un événement se passe en cours d'année,
bah, vous revoyez immédiatement votre cartographie. L'exemple le plus parlant, c'est peut-être qu'il s'est passé un truc là en Ukraine et en Russie et qu'il a fallu quand même qu'on revoie notre position tous, outre la partie sanction qui avait été donnée de façon obligatoire, c'est également de revoir immédiatement le risque par rapport à notre exposition, par rapport au flux qu'on a vers les pays, et pas uniquement l'Ukraine et la Russie. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de prendre la région entière, parce qu'on sait qu'il peut y avoir une problématique de contagion par rapport aux autres pays qui sont tout autour de ces pays-là. Donc en fait, quand il se passe quelque chose d'un point de vue géopolitique ou autre, ou sanitaire, quand il y a eu le Covid, on s'est arrêté 2 secondes, on s'est dit, est-ce que ça va générer un risque? Est-ce que ça peut générer un risque? Et tout au long de l'année de 2020 du Covid, on faisait régulièrement des analyses de risque pour savoir si un nouveau schéma ou une nouvelle exposition qui pouvait nous mener à des contrôles ou des adaptations de contrôle. Donc, au minimum, une fois par an. Et puis, ce que j'ai appelé des procédures d'urgence, c'est-à-dire lorsqu'il y a des événements ou lorsque vous avez connaissance d'un événement qui peut vous exposer à un risque, il faut adapter la carto et les contrôles qui sont mis en place. Et tu as raison, effectivement, si on repense à l'Ukraine, il y a effectivement beaucoup de risques actuellement sur les femmes et les enfants réfugiés qui tombent malheureusement dans les mailles des filets des proxénètes ou des organisations criminelles qui vont en faire. Ouais, et donc, effectivement, il y a. Voilà, comme d'habitude, il va y avoir des problématiques de human smuggling où on va profiter de cette problématique importante pour faire du trafic, pour les faire passer d'un pays à un autre. Donc, voilà, c'est toujours comme ça. Là. Quand il y a des crises, il y a toujours des problématiques. C'est des problématiques avec des sous-jacents criminels qui sont multiples. Et donc, c'est pour ça qu'il faut analyser ça d'un point de vue micro et macroéconomique pour être sûr qu'on va mettre en place des contrôles adéquats pour savoir si notre société, nos opérations sont exposées à ce risque-là. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement. Et on peut aussi citer comme les sources d'urgence, on va dire, toutes les publications officielles des CRF, des autorités, etc., qui sont censées quand même nous donner quelques billes nouvelles et qui permettraient, en analysant des nouvelles techniques de blanchiment qui ont été identifiées, de regarder si par hasard nos services font partie de la chaîne de valeur ou pas de ces nouvelles techniques de blanchiment. Ça va, Dan? Ouais. Okay. Il y a un bip bip qui. Ouais. Ah, t'es passé en mute. Je t'entends plus. Je sais, il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler constamment. Ah, d'accord. Bien, et écoutez, je vous propose qu'on passe à la partie foire aux questions. Ah ben, j'en ai une qui vient d'arriver sur le chat. Alors, un agent de PSP doit-il formaliser sa propre classification carto des risques? Alors, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante. Normalement, ça va dépendre de la définition. En France, non, parce qu'un agent d'un PSP, c'est le PSP, c'est l'établissement de paiement qui est responsable parce que c'est lui qui a la licence, en fait. C'est une question de licence, juridiquement. Les obligations en matière de classification et donc du dispositif, elles sont rattachées à l'établissement qui détient la licence. Et ça va dépendre aussi du contrat que vous avez avec l'agent. Si c'est un contrat où l'agent est un agent agréé, c'est-à-dire qu'on l'autorise à utiliser la licence de l'établissement de paiement, non. Il a des obligations en matière de vigilance, de première ligne de défense, de remontée d'informations, d'identification, donc toutes vos politiques et vos procédures que vous appliquez, qui sont définies dans le contrat avec l'agent, mais il ne peut pas mettre en place une classification des risques. Alors, là, je vais être pas tout à fait d'accord avec toi. Mais ça dépend de la définition du En fait, non, je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où c'est le PSP qui est lui-même responsable et qui tient sa responsabilité vis-à-vis des autorités. Il y a néanmoins certains PSP qui ne donnent pas de guidelines à leurs agents. Et donc l'agent doit se débrouiller comme il peut pour pondre ses procédures, sa classification, etc. Donc ça, c'est un premier sujet. Même si effectivement c'est censé être lui qui donne les directives comme une maison mère pourrait le donner à ses filiales. Il y a des fois où ça n'arrive pas. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que bien souvent les agents ont pour objectif à un moment ou à un autre d'obtenir leur propre licence.
C'est souvent, pas souvent en tant qu'agent au départ, pour pouvoir monter en compétence, faire la preuve de son concept sur le marché, pour ensuite demander son propre agrément et devenir soi-même responsable devant les autorités. Ça peut être intéressant effectivement d'avoir cet exercice au préalable, de faire vivre son propre dispositif et ne serait-ce que pour protéger sa réputation, parce que à un moment donné, tu vas bien falloir savoir comment faire une fois qu'on sera agréé. Et la deuxième chose que je vais mettre dedans aussi, c'est qu'un des risques quand même, quand on dépend entièrement de la licence de son PSP, c'est que le PSP peut couper la licence. Qui peut vous dire il y a trop de risques, ou alors Mastercard ou Visa m'ont fait un warning sur vous, donc je vous coupe votre PIO. Donc voilà, c'est pas si blanc si noir. Non, en fait, encore une fois, ça dépend. Enfin, la définition d'un agent PSP, elle est définie par la structure qu'on lui donne. C'est-à-dire que, comme l'exemple que tu donnes, c'est une des structures, l'exemple que je donne, c'est une autre des structures. Donc, en fait, si on est dans le schéma type transfert de fonds ou autre, l'agent, ça va être le bureau de tabac d'à côté. Donc, en fait, lui, il n'en a rien à faire. Il ne va pas quand même faire une classification des risques. Si on est dans une structure de master agent qui, lui, a déjà une structure internationale ou européenne, on peut attendre potentiellement qu'il ait peut-être pas une classification, une cartographie aussi aboutie que celui qui a la licence, mais en tout cas quelque chose. Et puis après, il y a le scénario où tu dis, ou si lui il veut voler de ses propres ailes, oui, alors là, vaut mieux qu'il commence à s'en inquiéter de faire sa propre cartographie. Moi, je suis drivé par la responsabilité civile et pénale. Et la responsabilité civile et pénale, c'est que normalement, dans un contrat d'agent, ça dépend comment il est fait, c'est la licence, c'est-à-dire c'est rattaché à la licence. Parce que juridiquement, tu ne peux pas dire à une entité, vous n'avez pas fait votre cartographie, vous n'avez pas mis votre contrôle, si tu n'as pas de licence. Et si tu agis sous la licence de quelqu'un d'autre. Donc en fait, on en revient toujours à ça, c'est comment on a défini la licence et le transfert de responsabilité. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, il y a quelques années, Tracfin a réuni les agents PSP-IFP pour les informer directement des attentes de Tracfin. Ça, c'est pas une question. Oui, ok, c'est vrai. Okay. Oui, mais c'est quoi la question? Les informer, ça veut dire régulièrement, c'est quelque chose qui participe à l'échange d'informations secteur public, secteur privé. Régulièrement, les grandes banques, les grands établissements de paiement et autres assujettis importants sont réunis par la CPR et Tracfin pour faire des échanges en matière de risque. Donc l'évolution en matière de risque, l'évolution en matière de déclaration de soupçons, les sous-jacents criminels, des intervenants importants en matière d'évolution du risque peuvent être invités lors de ces réunions de place, comme la DGSI ou comme d'autres acteurs qui vont pouvoir donner aussi un update, une mise à jour du niveau de risque et de la menace en matière de certains sous-jacents. Et en fait, nous, ça nous permet, on en revient à notre sujet de base ici, ça nous permet de prendre des notes, de discuter, de revenir à notre bureau et de se poser la question si, en fonction de certains corridors ou en fonction de certains schémas, il est nécessaire de mettre à jour la classification et les contrôles. Alors, il y a Fabien de Nigma qui a levé la main. Je suppose qu'il a une question. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. D'abord, merci pour cette présentation très concise. Alors, donc nous on fait, vous parliez tout à l'heure de l'outsourcing sur la due deal ou le KYC, donc c'est un de nos secteurs d'activité. Et en fait, j'ai deux questions. La première, c'est j'ai tout de même le sentiment qu'avec toutes ces règles qui sont mises en place et la responsabilité que portent les officiers de compliance, on se rend compte, nous, à la fois en tant que client de banque ou en tant que chef d'entreprise étant amené à travailler avec d'autres clients, qu'il y a une véritable déshumanisation des relations avec les banques. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez ou est-ce que quelque chose que vous pouvez percevoir avec cette pression en fait qui est mise par les instances internationales sur les bureaux de compliance? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est
quand une institution financière fait appel à une entreprise, donc comme la nôtre, hein, pour faire de la due deal ou du KYC, nous on est spécialisé sur le Moyen-Orient, est-ce que ce rapport peut être utilisé de manière officielle et légale, ou est-ce que c'est juste un rapport qui est une source d'information que le compliance officer va prendre en compte, mais en aucun cas ne peut être mise en avant dans le cadre d'une procédure? Tu veux que je réponde, Charlotte? Ouais, alors, oui, vas-y, je compléterai. Alors, premier point, je vous remercie pour vos questions. Je vais éviter aujourd'hui d'être dans un débat philosophique sur la déshumanisation des banques. Je laisserai mon avis sur un côté plus personnel. Sur la partie purement professionnelle, en fait, je vais reprendre votre question sur un phénomène qui est un phénomène mondial, c'est la digitalisation des services financiers, qui revient en fait peut-être à ce que vous appelez une déshumanisation. Mais c'est un phénomène qui existe dans le monde entier, et notamment en France, qui a été, si vous regardez les analyses économiques, complètement boosté à plus de 112% pendant le Covid et post-Covid, puisque forcément, il y avait un confinement et que les gens se sont tournés vers de la digitalisation. Alors, moi, je vais essayer de recentrer votre question par rapport au thème d'aujourd'hui et par rapport à votre activité, puisque vous devez être bien placé. Dans le cadre d'une digitalisation et dans le cadre des obligations en matière de risque, forcément, les textes de loi qui sont en train d'évoluer, mais on va rester sur la juridiction française, qui ont faiblement évolué en décembre 2021 en matière d'identification à distance. Donc forcément, lorsque vous êtes dans votre classification des risques, premier axe, clientèle non face-to-face, c'est-à-dire en non présentiel, déjà vous êtes scoré en plus élevé. Si vous regardez les lignes directrices de la CPR en décembre 2021 qui ont été mises à jour et le décret de l'identification à distance, c'est quelque chose d'assez conservateur encore. Et donc, vous devez en mettre en place des due diligence complémentaires. Donc, oui, la digitalisation, d'un côté, explose et permet il y a une vraie possibilité en matière de business. En matière de risque, il faut juste s'assurer que les postulats de base en matière de diligence et en matière de surveillance sont bien respectés lorsqu'on a cette digitalisation. Et ça répondra en partie à votre question. Merci. Et sur la deuxième question, donc si j'ai bien compris, c'était le fait de pouvoir recourir à un service comme le tien, type KYC à outsourcer, pour pouvoir mener des investigations un peu complémentaires sur un client, c'est ça? Et est-ce que le rapport que tu délivres peut ou pas être utilisé dans le cadre d'une procédure? C'est ça, donc type déclaration de soupçon ou ce genre de choses. C'est ça ta question? Exactement. C'est-à-dire, est-ce qu'on porte la responsabilité en tant qu'agence outsourcée pour une due deal ou un KYC ou pas? Non, parce que vous n'êtes pas déclarant. Ouais, c'est comme disait Dan tout à l'heure, en fait, quand tu externalises ta partie KYC, ton prestataire est ce qu'on appelle un prestataire essentiel externalisé. Et donc, il y a des règles hyper spécifiques qui drivent en fait ces relations, et notamment l'une d'entre elles, et qui doit être prévue au contrat, c'est que le PSP, enfin l'établissement, quel qu'il soit, PSP, assureur, peu importe le professionnel sujetti, ne garde sa responsabilité pleine et entière d'externaliser cette fonction-là. Et le contrôle de cette fonction. C'est-à-dire que si je décide d'avoir recours à vos services, dans le contrat, je définis quel type de service. Dans le contrat, je définis aussi les informations que vous allez me fournir. Et en fait, après, dans mes politiques et procédures, je définis comment je vais utiliser ces informations pour parfaire mes obligations en matière de conformité. Donc, j'utilise un des éléments pour être en conformité avec mes obligations, qu'elles soient KYC ou monitoring. Et par contre, j'ai l'obligation, moi, d'appliquer un contrôle sur votre activité puisque c'est une prestation essentielle que j'ai outsourcée. Parfait, merci beaucoup. Alors, Fanny nous pose la question de savoir quelle est la différence entre classification et cartographie des risques et pourquoi il y a deux termes. C'est marrant parce qu'on s'est posé la question hier. En fait, il pourrait y avoir, objectivement, comme disait Dan tout à l'heure, c'est
quelque chose, c'est un tout en fait. La classification, c'est le point de départ, la cartographie, c'est quasiment le point d'arrivée. et ça tourne. Classification, ça va être effectivement donc l'analyse des risques sous-jacents, donc les infractions criminelles potentiellement pour chacun des critères, un premier avis d'un risque vert, orange ou rouge en faisant simple, un score associé, et ensuite vous passez à la partie carto, les contrôles, pour pouvoir en fait maîtriser les risques. Si on fait simple. Même Non, mais comme je disais hier, en fait, c'est des terminologies, c'est assez proche, ça dépend aussi de la structure. Hier, quand on préparait ce bel événement aujourd'hui, je disais qu'il y a une porosité parfois entre la classification et la cartographie des risques. Dans une structure type BNP, HSBC, multinationale, je peux imaginer que les deux éléments soient séparés parce qu'il va falloir un vrai document de classification en matière de clientèle, en matière d'opération et un vrai document en relation avec cette classification de cartographie. Lorsqu'un assujetti a une activité ou peut-être une structure différente, il peut y avoir un seul et même document qui va réintégrer les éléments dont on a parlé. Mais quoi qu'il arrive, on aura toujours d'un côté, en termes de terminologie, des risques qui sont classés et d'un autre côté, des risques qu'on a cartographiés avec des contrôles. Et donc, en fait, on en revient avec ces deux terminologies. Et comme en France, pour le moment, et c'est bien, il n'y a pas d'exigence en matière de format, c'est à vous de démontrer que vous avez bien ces deux éléments comme attendus par la loi. On a une dernière question de Guillaume. Je vais lire. Non, alors non, Guillaume, vous n'êtes pas très courageux. Je suis désolé de dire ça. On en revient à la même chose avec beaucoup de cynisme. Si vous avez votre licence et que vous avez votre cartographie et vos obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, c'est vous qui avez vos obligations. Dans le cadre de votre classification des risques, il y a un axe dont on n'a pas parlé. Je pense que Guillaume est dans le cadre d'un agent de PSP. À mon avis, il n'est pas PSP. Mais oui, c'est bien ça. Mais le problème, c'est que dans la classification des risques, il y a un axe dont on n'a pas parlé, qui est l'axe aussi de la distribution. Le canal de distribution, oui. Canal de distribution. Et donc, dans le canal de distribution, vous avez aussi l'obligation de définir votre canal de distribution, comment vous faites votre KYA, votre Know Your Agent, et surtout comment vous les contrôlez. Et donc, vous avez l'obligation en matière de licence, quand vous avez la licence, de contrôler que vos agents qui sont en contrat avec vous appliquent bien les politiques et procédures contractuelles que vous leur avez imposées. Vous pouvez prendre des sanctions, mais la CPR, si elle vous sanctionne à vous par rapport à des articles de loi. Elle ne sanctionne pas un agent. Et si vous n'avez pas fait un bon contrôle vis-à-vis de votre agent, c'est vous, à ce moment-là, c'est votre classification et votre cartographie qui n'est pas bonne. Mais on en revient toujours à la définition de tout à l'heure, c'est comment vous allez définir contractuellement votre agent. Et après, je compléterai aussi, parce que le fait de recourir à un agent est une PS2E aussi. Donc, il n'y a pas d'externalisation, il n'y a pas de transfert de responsabilité. Alors, on a un bonjour. Et je pense que ce sera la dernière question qu'on prendra, parce qu'il est déjà 11h53. On a un bonjour, mais on n'a pas de questions. Encore. Pas d'autres questions ? Faudrait-il obligatoirement disposer en interne d'une procédure d'élaboration de la cartographie des risques ? Procédure d'élaboration de la cartographie des risques ? Non. Enfin, je ne pense pas que ça vaille vraiment le coup d'établir une procédure pour ça. En revanche, que vos procédures prévoient qui en est responsable, combien de fois elle est mise à jour, etc., oui. Mais en fait, le mode opératoire pour la dessiner, je ne pense pas. Non, il n'y a pas de procédure. En fait, la cartographie des risques, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a l'évaluation des risques, la classification et la cartographie. Il y a une procédure d'évaluation des risques. C'est-à-dire, il y a une procédure qui définit comment vous évaluez, qu'est-ce que vous évaluez, combien de fois vous l'évaluez, les procédures d'urgence dont on a parlé, quels sont les axes que vous allez faire et quel est l'outcome, quelle va être la sortie de ça. Et la sortie de ça, ça va être la classification et la carto. Ce que je disais tout à l'heure, dans la cartographie des risques, normalement,
il y a un lien avec il y a des références croisées avec les politiques et les procédures de votre dispositif. C'est-à-dire que en matière de KYC, tout à l'heure, Charlotte disait, est-ce qu'on écrit les procédures avant? Ben non, on les écrit après parce que après on met un lien. Donc, si de façon très, très, très concrète, dans votre partie KYC, vous avez dit pour les PEP, voilà ce que je fais en matière d'entrée en relation d'affaires si c'est un client occasionnel, voilà ce que je fais si c'est en relation d'affaires pleine, et voilà ce que je fais au cours de la relation d'affaires. Après, vous mettez un lien dans votre procédure qui va décrire en fait ce que vous faites en matière de PEP. La cartographie des risques, en général, c'est un fichier Excel pour être assez concrète. Votre procédure, c'est un PDF, et donc il doit y avoir un lien avec votre cartographie. Mais il n'y a pas de procédure en elle-même qui va définir votre cartographie. La procédure, c'est ce qui définit votre évaluation du risque. Parce que la cartographie des risques, c'est juste un outcome, c'est juste un fichier. L'obligation qu'on a, c'est de définir le risque et de mettre les contrôles. Donc voilà. Plus de questions? Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. Attends, on en a une dernière. C'est la dernière. Allez. La dernière. Est-ce que dans le cadre d'une activité de PSAN, l'établissement doit-il également faire des analyses sur la provenance des crypto-monnaies utilisées par ses clients? Ceci sachant que les différents axes de la classification font déjà l'objet d'une analyse de risque. Ah bah c'est l'origine des fonds. Donc moi j'aurais tendance à dire oui. Bah oui, en fait, encore une fois, ça dépend de comment vous allez définir le client, et ça dépend du volume que vous allez définir. Si vous pouvez définir que jusqu'à 100 €, vous n'allez pas demander de l'origine des fonds. Mais peut-être qu'à partir de 500, 1000 €, vous allez demander l'origine des fonds. Ça va dépendre, on en revient encore une fois sur l'analyse de marché et l'analyse interne. Ça veut dire que vous pouvez toujours justifier que vous n'avez pas fait quelque chose à partir du moment où c'est justifiable avec une approche par les risques. Mais jusqu'à quel seuil? Donc oui, vous pouvez dire à n'importe qui ou à un audit, bah non, je n'ai pas demandé à l'origine des fonds. Le montant moyen d'une opération en crypto, c'est 300, et là, c'est une opération de 20 €. Donc non, je ne vais pas commencer à demander à l'origine des fonds parce que j'ai un mec qui a voulu s'amuser sur de la crypto, on a fait les diligences, et puis voilà. Par contre, jusqu'à quel seuil vous allez accepter de ne pas le faire, ça, c'est la définition du risque. Et après, ça dépend aussi de votre activité. Parce que là, votre question, c'est provenance des crypto-monnaies utilisées par ses clients. C'est un peu vague. Enfin, dire si vous avez un portefeuille et que vous permettez à vos clients de venir approvisionner ce portefeuille avec des cryptos, là, je dirais oui. Enfin, effectivement, avec éventuellement des seuils. Si c'est dans le cadre d'un trading ou d'un paiement de quelque chose ou quoi que ce soit, et que ce sont des fonds qui viennent de l'extérieur, c'est autre chose. Donc ça dépend aussi de l'activité. Avec juste cette information là, c'est un peu compliqué d'y répondre vraiment, quoi. Est-ce que nous avons prévu une séance plus pratique ou détaillée? Alors, je pensais que c'était pratique. Je suis Oui. désolé, monsieur ou madame LBO Banque Outard. Je pensais qu'on avait voulu faire quelque chose de pratique. Si c'est pour avoir un exemple de cartographie ou une cartographie, vous appellerez AML Factory. C'est pas moi qui peux faire ça. En tout cas, merci à tous pour votre présence. Nous espérons que vous avez appris des choses. Et puis, en tout cas, merci Dan. Merci Charlotte de m'avoir invité. Merci à très bien, merci à vous. Merci, Bonne au journée revoir. à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.